Vous allez écouter dans un instant un café psy qui s'est tenu à la librairie Ombre Blanche le 4 octobre 2025. Un café psy autour des maltraitances enfantines, organisé autour de l'ouvrage de Niki Saint-Phal, Mon secret, ouvrage qu'elle a fait paraître en 1994 et dans lequel elle faisait état d'un inceste paternel qu'elle avait subi ainsi que de maltraitance maternelle. C'est donc autour de cet ouvrage que s'organise la discussion de ce café psy organisé par Rémi Pouillello et Maryse Perrin-Estarly. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Blandine. Voilà, oui. Merci de me le dire, oui. Voilà, bonjour donc à toutes et à tous pour l'ouverture de ce Café Psy donc 2025-2026 sur le thème donc des pathologies du lien. Bon, voilà, c'est un peu aventureux parce que c'est un thème à la frontière quand même des théories et des pratiques psy, hein, puisque bon, le lien concerne aussi l'anthropologie, la sociologie, le droit, enfin bon, hein, quantité de domaines disciplinaires. Et bon, nous, c'est du point de vue psy qu'on va s'y attacher. Et donc aujourd'hui, alors quelques mots sur le café psy pour les nouvelles venues, les nouveaux venus, hein, parce que le principe, c'est que c'est ouvert. Hein. C'est ouvert et que c'est un principe de circulation et de conversation, hein, que le café psy, mais appuyé quand même sur une intervention. Donc aujourd'hui, Maryse Perrin invite Rémi Pouillello, et le sujet, ce sera, bon, en arrière-plan sur l'inceste. Hein. L'inceste, évidemment, une pathologie du lien majeur, on pourrait presque dire un prototype de la pathologie du lien. Hein. Et on le sait, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de témoignages, hein, et on sait à quel point cette catastrophe incestuelle ou incestueuse va impacter l'équilibre psychologique des personnes qui l'ont subie, et avoir des retentissements tout au long de la vie, et même, on pourrait dire, dans les conséquences générationnelles secondaires, quoi. Voilà, donc on est dans un contexte particulier par rapport à l'inceste, parce qu'il y a beaucoup de productions, et des productions tout à fait fondamentales depuis quelques années, depuis juste avant le Covid, on peut dire. L'événement MeToo, hein, donc 2017, avec quand même des prémices depuis 2007, et puis des publications, des livres très importants depuis 2019, hein, avec, alors bon, je pourrais peut-être pas les citer tous de mémoire, mais je pense à Vanessa Springora, ou plus récemment à Neige Sino, Camille Kouchner, voilà, et j'en oublie, hein, mais en très peu d'années, hein, successivement, chaque année, une publication, un témoignage très important sur cette question, et une évolution du droit aussi très active, hein, depuis ces dernières années. Donc on est sur un moment qui se concentre beaucoup sur cette question, un moment social, quoi, qui se concentre beaucoup sur cette question de l'inceste. Voilà, hein. Donc c'est aussi quelque chose qui peut-être, hein, être considéré du point de vue de la psychopathologie. On verra. Hein, on verra. En tout cas, ce n'est pas un objet spécifique de la psychopathologie. Alors on dit pathologie du lien, l'inceste, on va voir. De toute façon, ça fait partie de la discussion, hein, que de pouvoir faire circuler comme ça nos réflexions à ce propos. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Je vous ferai à la fin un petit topo sur le calendrier de l'année 2025-2026, la présentation d'un numéro de la revue En Pan, hein, sur les maltraitances d'enfants. Et je laisse la parole donc à Rémi Pouillello et à Maryse Perrin. À tout à l'heure. Alors, je suis très contente d'ouvrir, hein, le nouveau cycle du Café Psy et de le faire aux côtés de Rémi Pouillello, que je vais présenter, même si la plupart d'entre vous peut-être le connaissez. Donc, Rémi, tu es un pédopsychiatre, psychanalyste. Tu as un engagement, on va dire, tu es aussi le rédacteur de la revue En Pan.
et tu as un engagement soutenu par rapport à la question du collectif. Tu as travaillé en institution et puis tu accompagnes de nombreuses équipes dans le cadre de supervision. Donc, c'est dire que la question du collectif, de la réflexion à plusieurs, te tient à cœur. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça aussi que tu t'es engagé dans le Café Psy. Hein. Je dois dire aussi que que tu fais partie de ces cliniciens théoriciens qui, dans leur réflexion, vont chercher un lien, un appui, une correspondance avec un artiste. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Un des précédents thèmes du Café Psy, c'était l'hospitalité. Et tu nous avais amené à réfléchir à la question de l'hospitalité à partir ou autour d'une œuvre du Caravage sur les 7 charités ou les miséricordes, je ne sais plus le titre. D'accord ? Donc ça me semble important. Et en ces temps où, on va dire, la psychanalyse et Freud sont quand même souvent décriés, parfois sous des aspects pertinents. Je rappelle que Freud a écrit que les poètes, à prendre au sens large, les artistes, nous devançaient souvent dans la connaissance de l'âme humaine. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que toi aussi, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est à partir ou autour de l'œuvre de Niki de Saint-Phal que tu vas nous amener à réfléchir à la question de l'inceste. L'inceste qui, je ne sais pas si, oui, ça s'inscrit dans les pathologies du lien, je ne sais pas si c'est un lien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment on peut le définir, mais en tout cas, c'est une modalité de relation qui est peut-être qui est peut-être la plus catastrophique, la plus ravageuse, et peut-être celle dont les effets sont le plus insurmontables. Peut-être que ça, on s'en rend compte dans notre pratique. Voilà, je te donne la parole. Merci Maryse. Alors écoutez, on va faire ça en 2 parties. Peut-être une première partie je vais vous parler de ma rencontre avec Niki de Saint-Phal. Et dans la deuxième partie, Maryse nous lira des extraits de son texte presque posthume, puisqu'elle a écrit quelques années avant sa mort, sur les sévices parentaux qu'elle a subis, tant du côté de son père que de sa mère. Et donc, peut-être on pourra associer un peu à partir de l'exposé que je vais faire très rapide, et puis ensuite parler à partir de ce témoignage que va nous évoquer, entre autres, Maryse. Alors, oui. Alors, si vous voulez, tout le monde connaît Niki de Saint-Phal. Tout le monde connaît Niki de Saint-Phal parce que ce sont ces nanas généreuses qui sont multiples, qui émaillent toute l'œuvre fabriquée en polyester, qui émaillent toute l'œuvre de Niki, c'est-à-dire qu'on a des vieilles, des jeunes, des grosses, des maigres, des handicapés, des sorcières, des mères dévoreuses, etc., etc. Elles sont à la fois minuscules, des fois elles sont géantes. Il y a des nanas qui mesurent 13 mètres de hauteur aux États-Unis ou à Tokyo. On a des nanas aussi dans lesquelles on rentre en passant par la vulve. Et il y a eu une exposition aux abattoirs à Toulouse sur Niki de Saint-Phal. Il y a actuellement, d'ailleurs, je vous recommande une exposition qui a lieu aux abattoirs sur les assemblages, parce que l'œuvre de Niki est une œuvre faite d'assemblage, comme on le verra. Et puis, il y a une grande rétrospective à Paris de son œuvre avec son dernier mari, qui est Tinguely, qui était un sculpteur et un peintre et un dessinateur suisse, qui fait que Niki de Saint-Phal ne nous est pas étrangère. Elle est née en 1930, elle est
décédée en 2002. Et alors, j'ai été pris par ces nanas, mais j'ai assez rapidement quitté ces nanas pour m'intéresser à toute l'œuvre de Niki. Et l'œuvre de Niki, c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle a été mannequin, elle a été sculptrice, elle a été paysagiste, elle a été jardinière, elle a écrit des bouquins pour enfants, elle a écrit des romans, elle a écrit constamment pendant sa vie des poèmes. Et si vous voulez, tout était bon pour elle. Tout était bon pour elle. Alors, ça a été mon premier étonnement de voir pourquoi elle mangeait la réalité à ce point, c'est-à-dire pourquoi elle avait cette frénésie d'être partout à la fois et au détriment, à la limite, de son intériorité. Tout était dehors. Ses combats politiques aussi, hein, le sida, les femmes, les enfants malheureux, les noirs, le racisme. C'est une femme qui a combattu toute sa vie et qui a une rage et une colère qui n'ont rien à voir avec la beauté généreuse de ces nanas. Alors ça, si vous voulez, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a beaucoup impressionné et j'ai essayé d'aller plus loin. Et je me suis rendu compte que c'était une femme d'écriture. Toute sa vie, elle a écrit. Alors, l'écriture de Niki de Saint-Phal, c'est tout à fait particulier. C'est une écriture d'enfant, avec des arrondis, des fautes d'orthographe, des dessins tout d'un coup qui surgissent au milieu d'une phrase, des phrases qui font le tour de la page comme ça, qui fait brutalement, on rentre dans un univers d'enfant. Et quand on regarde de plus près ce qu'elle fait, les productions qu'elle fait, on se rend compte que c'est un univers d'enfant, comme si elle avait construit un enfant. Construit un enfant d'âge de latence. C'est-à-dire, vous savez, on a chacun en nous un enfant qui est fait à la fois de nos blessures d'enfance, mais aussi de nos joies, de nos peines, de nos souvenirs. Et cet enfant, à certains moments de notre vie, on le reconvoque. Il réapparaît. Alors c'est un enfant fictif, bien sûr, c'est pas le vrai, hein, puisqu'on n'est plus des enfants. Hein. Mais si vous voulez, de temps en temps dans la vie, souvent au moment de vieillissement, hein, moi c'est ce que j'ai appelé l'enfant de la nuit, hein, au moment de vieillissement ou dans les rêves aussi, on a ces enfants de papier, c'est-à-dire, et c'est Pessoa qui parlait d'enfant de papier journal en parlant de lui. Hein. Donc cet enfant, elle l'a construit. Et alors, c'est un univers d'enfance qui paraît heureux, mais en même temps, c'est un combat continu de cette femme qui n'en finit plus d'écrire une enfance qu'elle n'a pas eue, qu'elle n'a pas vécue, et une enfance qui a été tout d'un coup arrêtée au moment de l'âge de la latence, c'est-à-dire à la fin de l'âge de la latence, vers 10-12 ans. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que comme elle est toujours dans l'extérieur, on ne voit pas son intérieur. Hein, comme si elle avait besoin de mettre dehors constamment tout sur l'extérieur. Hein. Et ça, elle le dit très bien. Alors, j'ai un petit texte qui s'appelle « Nettoyage ». Elle a écrit, alors elle a écrit un livre en 1997 qui s'appelle Traces, qui est un livre autobiographique, qui est tout à fait étonnant. Alors on trouve des poèmes d'enfants minables, des poèmes d'enfants absolument minables. C'est des trucs d'enfants habituels, si vous voulez. Maman, je t'aime, maman, tu me manques, etc., etc. Elle écrit ça quand même. Elle a passé l'âge de l'enfance. Alors, elle écrit un texte qui s'appelle « Nettoyage ». Elle dit « J'ai vidé ma tête comme un vieux sac à main qui mettra fin à ce désordre. Mes pensées diverses s'agitent comme une mousse dans une baignoire publicitaire. J'aimerais pouvoir prendre un fer à repasser et enlever les faux plis de mon cerveau. Mais d'abord, il me faut le nettoyage. Cerveau, je te plonge dans la machine à laver. » Ça, c'est sa vie. Sa vie et tous les traumatismes qu'on pressent, mais qui sont tus, dont nous parlerons dans un deuxième temps. Alors je me suis dit que comment
comment écouter des grands blessés de la vie? Comment les écouter? Comment retrouver en nous cet enfant nous-mêmes endommagé pour pouvoir non pas le communiquer, mais pour être ensemble, être ensemble. Et pour moi, Niki de Saint-Phal m'amenait à une certaine forme de tendresse. De tendresse, c'est-à-dire la tendresse, vous savez, c'est une sensation qui devient un sentiment, et qui fait appel aux soins primaires. C'est-à-dire que le rappel des soins primaires, c'est il arrive un moment où on est soigné, hein, et puis il arrive un moment où on devient les soignants de soi-même. Et donc le problème, c'est comment travailler dans quelque chose qui est au niveau de la tendresse, dans la pensée, dans la posture, finalement une posture de soin, mais le soin pas dans le sens médical, pas dans le soin dans le sens maladie. Le soin, c'est le soin de l'être pour moi, c'est-à-dire tenter d'amener le sujet à respecter l'autre sans que ça remette en question sa propre identité. Et ça, c'est ce qui est perdu chez Niki et chez beaucoup de blessés de la vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'existence, d'identité, ils ne sont que des apparences. Et donc le problème, ça pose notre posture par rapport à ces populations. Et je fais cette introduction parce que je pensais que c'était important de vous mettre aussi dans cette posture pour écouter la suite de ce que l'on va vous proposer. Alors, que dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors peut-être on pourrait dans un premier temps, peut-être que vous puissiez échanger sur les propos que j'ai eus, et puis vos propos à vous, dans la mesure où vous avez rencontré vous aussi Niki de Saint-Phal, chacun à sa façon. Non? Je vais peut-être, pour poursuivre dans ce sens-là, lire un extrait du livre de Caroline Daines qui s'appelle Trincadis et qui nous amène, qui nous fait parcourir le trajet de Niki sous tous ses aspects. Elle est l'arête, la ligne droite, la symétrie. Le fait est qu'elle possède un corps à géométrie variable, extraordinairement réactif au milieu qui l'entoure, des tripes modulables et rétractiles qu'un espace charpenté au cordeau parvient à compacter au format cube à angle aigu. À l'inverse, l'ondulation, la courbe, le rond ont le pouvoir de déliter la moindre de ces tensions, délayer les amertumes, délier les pliures, un langage architectural qui parlerait la langue des berceuses. Ça rejoint le soin. Aussi vit-elle sa visite au Paraguay comme une véritable épiphanie. Tout ici la transporte, des vagues pierrées à leur miroitement singulier. Dès le soir, elle se renseigne. Trincadis est le mot catalan qu'elle retient. Une mosaïque d'éclats de céramique et de verre, lui explique-t-on, de la vieille vaisselle cassée, recyclée, pour faire simple. Si je comprends bien, le Trincadis est un cheminement bref de la dislocation vers la reconstruction. Concasser l'unique pour épanouir le composite, broyer le figé pour enfanter le mouvement, briser le quotidien pour inventer le féerique. C'est cela? Elle rit. Ça devrait être presque un art de vie, non? Oui. Bon, écoutez, moi, mon boulot, c'est de faire circuler ce micro. Voilà. Donc là, on a une première proposition, et peut-être que ça a évoqué des choses chez vous, les unes les autres. Alors, vous voyez, c'est des petits morceaux. On a droit à assembler des petites choses éparses. Le Trincadis. Voilà, donc associé ou bon. Déjà, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter à partir de ces premières présentations? Et on continuera après, il y a d'autres textes, bien sûr. Et vous avez peut-être déjà envie de dire quelque chose. Bon, café psy, quand même, c'est pas la conférence. Voilà. Voilà, très bien.
Comme c'est toujours difficile de commencer à prendre une parole, on a l'impression qu'on va briser une glace, qu'on va briser le miroir. Je voudrais poser la question, enfin, ou du moins soulever la question, dans la question du lien, sur le lien effectivement du bébé et de le parental en fait qu'il a en face de lui, qui souvent bien sûr est la mère, avec l'idée, Rémi, que effectivement le bébé est soigné, mais qu'en fait à son insu, il exerce aussi vis-à-vis de l'adulte qu'il a en face de lui une action qu'on pourrait qualifier de soignante. Mais dans la clinique de nos vies d'adultes, est-ce que vous ne pensez pas qu'à des moments, en tant qu'adulte, se sentir soigné, particulièrement par le bébé, peut être en fait paradoxalement extrêmement dérangeant et qu'on n'a pas toujours envie d'être soigné? Est-ce que le soignant du bébé ne pose pas ce paradoxe? Il y a d'autres interventions avant qu'on réponde, là, peut-être? Il peut y avoir. Il peut y avoir. On ne peut pas fonctionner sans vous. Hein. Vous nous écoutez, mais en même temps, vous êtes partie prenante de tout ce qu'on avance là. Bonjour. Moi, j'aurais juste voulu, s'il vous plaît, que vous reveniez sur cet être d'apparence. Voilà. Sûr. Cet être d'apparence, vous avez souligné qu'elle était un être d'apparence. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Voilà. Est-ce que vous voulez dire que elle le fortifie pour se protéger? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui serait comme une carapace? Dans la mesure où il y a un insupportable intérieur, dans la mesure où on ne peut pas élaborer, où on ne peut pas fabriquer du soin à soi, à l'intérieur de soi, de par l'ampleur des sévices subis et encaissés, il faut trouver une façon de survivre. Je pense que sa survie pour elle, ça a été sa créativité, qui est une créativité de survie, mais aussi en même temps, ça a été au prix de ne pas pouvoir parler, d'arriver à parler d'elle-même, puisque, comme vous le verrez, c'est uniquement à la fin de sa vie qu'elle a pu aborder certains sujets des maltraitances subies. Ça pose le problème des maltraitances chez l'enfant. Chez l'enfant, les maltraitances sont tues, non pas par manque, on empêche qu'ils en parlent, mais par une nécessité aussi de travailler, de faire tout un travail intérieur avant de pouvoir poser la question de témoigner. Et par rapport aux soins, moi j'ai une vision du soin très large. Le soin, ça vient déjà du bébé. Le bébé ne survit que grâce aux soins de l'environnement. S'il n'y a pas les soins de l'environnement, il meurt. Donc, il faut que le bébé arrive à prendre en charge ce soin de soi-même. C'est ce que nous faisons tous. On n'a plus sa maman. On n'a plus sa maman, donc il faut qu'on se débrouille. Débrouille avec prendre soin de nous. Et ce travail de passer d'être objet de soin à devenir sujet du soin est un mouvement fondamental pour notre autonomie et pouvoir grandir. Après, le problème, c'est qu'est-ce que nous allons pouvoir faire avec ce soin de nous-mêmes? On se soigne, je dirais, avec ce qu'on a senti de son propre environnement, c'est-à-dire à la fois les moments de dépression de la maman, les moments où on a été largué, les moments où on a été aimé, etc. On fait avec. Et on construit son propre soin de soi-même, avec aussi les mêmes erreurs que celles qu'on a rencontrées dans sa famille, si vous voulez. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce soin de soi? Et on sait très bien que quand on est soignant soi-même, il faut quand même avoir un minimum de soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Sinon, à ce moment-là, on devient le soignant de l'autre, mais c'est au prix de soi. Et je crois que les grands blessés de la vie, comme Niki de Saint-Phal, ont eu besoin de posture de soin. Et quand j'ai rencontré émotionnellement, au niveau des sentiments, l'œuvre, et quand j'ai lu la vie de Niki,
J'ai eu tout d'un coup une posture de soin, c'est-à-dire que je n'ai pas pu la penser uniquement en amateur d'art, hein, dans la mesure où je respecte beaucoup la violence de sa création et la beauté de sa création, mais j'ai été pris d'un mouvement de posture de soin. Alors, la soigner, elle n'est plus là, mais moi je suis là. Hein, et c'est aussi une façon peut-être de prendre soin de moi que de m'intéresser à quelqu'un qui a été un grand blessé de la vie. Donc la question du soin est une question extrêmement large. Hein, et je pense que Niki n'a pas pris soin de soi, hein, n'a pas pris soin d'elle, dans la mesure où très tôt, donc, elle a fait à base de polyester ses nanas toute sa vie, malgré ce qu'on lui a dit. On lui a dit arrête, les vapeurs de polyester te bousillent les poumons. Et elle est morte, d'emphysème, elle est morte, parce qu'elle n'arrêtait pas de se faire mal. De se faire mal, c'est-à-dire une absence de prendre soin. Il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux suffisamment. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose aussi à penser et à voir. D'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà mes variations sur la question du soin. J'aimerais que vous écoutiez un peu la suite de façon un peu émotionnelle. C'est-à-dire que je crois que comment on peut écouter des gens qui ont eu de très grandes souffrances dans leur vie et qui n'ont pas forcément les moyens et le langage pour pouvoir parler ces souffrances et qui les expriment de travers, le plus souvent dans leur corps. Il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient parler. Oui ? Oui, merci. Moi, j'avais envie de dire, justement du côté émotionnel, ce que ça amène là, ce que vous venez de dire. Vous parliez de l'écriture et de cette écriture en rond qui, quand on la voit, finalement, donne le vertige. Vous parliez de voir un enfant et quand on est adulte face à ce type d'œuvre, moi, je trouve que ça amène quelque chose de l'ordre du vertige et si on le regarde trop, presque de la nausée. Et ensuite, vous parlez d'accordage. Moi, ce que j'entends là, c'est un peu l'accordage primaire à cette notion de tendresse, de portage de l'autre et de tenter de mesurer de quoi tu as besoin et est-ce que je peux répondre à ton besoin. Et dans ce que vous avez dit, j'ai retenu le mot déliaison. En fait, elle délie. Dans le texte que vous avez cité, il y a la notion de déliaison et elle aime le trincadise où on prend quelque chose de plein, une assiette, on la brise, donc ça vient dire que ce qui est entier ne peut pas rester, on la brise et on va quand même recoller des morceaux pour faire un assemblage qui nous paraît correspondre certainement à ce que l'on ressent intérieurement. Donc, je ne sais pas si c'est sortir tout ce que nous avons à l'intérieur, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose de ce que j'ai dedans, je voudrais le réparer et je ne peux le réparer que par ce qui se trouve être dehors. Alors, ce que vous dites est très intéressant, ça pose la question de ce qu'on appelle le clivage. Le clivage, c'est-à-dire que dans l'assemblage, il y a, si vous voulez, des parties qui n'ont rien à voir forcément les unes avec les autres, mais qui sont à côté, qui sont accolées, sans qu'elles puissent s'intégrer. Et toute l'œuvre de Niki, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, ces tableaux, elle a fait beaucoup de tableaux d'arbres. On voit les arbres, il y a l'hémicorps de l'arbre, est coloré comme ça n'en peut plus, avec des couleurs violentes, et l'autre partie de l'arbre est tout noir. Et ça, on retrouve ce clivage constamment dans la vie, c'est-à-dire le clivage, c'est-à-dire son combat pour essayer de pouvoir aborder ce qu'elle a vécu, mais son impossibilité de peur d'en mourir. Donc le clivage est un moyen de défense qui permet des fois, et ça nous explique que des fois il faut attendre très longtemps avant qu'un être puisse aborder des choses qu'il a vécues enfant. Parce qu'il a
il emploie d'autres moyens pour se défendre, c'est-à-dire des solutions d'attente. Mais des fois, ce sont des solutions d'attente qui finissent. On en meurt. Ou des fois, comme Niki Saint-Phal, eh bien, ça lui permet de finir une vie, certes, avec une insuffisance respiratoire majeure, mais apaisée, hein, grâce un tout petit peu à ce qu'on développera tout à l'heure. D'autres questions? Ouais. À vous écouter parler et en écoutant aussi l'extrait, m'est venue l'idée que c'était absolument fascinant l'ingéniosité des sujets à bricoler une solution singulière pour faire tenir son corps. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Bien sûr, elle n'est pas la seule. Il y a plein d'artistes qui font tenir leur corps. Et avant d'être en lien avec l'autre, c'est l'autre qui fait qu'on puisse ou pas s'arrimer ou difficilement s'arrimer à son propre corps. Et ça m'est vraiment apparu très fortement, cette ingéniosité. Donc elle a trouvé quand même sa solution. Et ça se traverse toutes les structures. Il faut toujours trouver des solutions. Hein, c'est ce qu'on fait, nous, toute la vie. On trouve des solutions à notre mal-être, aux choses difficiles qu'on vit. Le problème, c'est de trouver les bonnes solutions. Or ça, c'est pas évident. C'est-à-dire, on trouve les solutions qu'on peut. Oui, ça tient pas tout à fait. Voilà. Ça tient encore et il faut réitérer cette solution tout au long de son existence parfois. Dans une répétition, comme vous dites. Hein. Je ne sais pas, c'est une question un peu à côté peut-être, mais il m'a semblé remarquer que les personnes profondément déprimées utilisent des couleurs souvent très vives, très... et si on... Alors, je ne sais pas si Niki Saint-Phal était profondément déprimée toute sa vie. Enfin, on voit dans ce que tu dis, on voit bien le travail de construction, mais en même temps, ce côté... Enfin, c'est comme si, en mettant les choses à l'extérieur, pratiquement, elles deviennent... On les rend contraires, enfin, on leur rend le contraire de l'intérieur. Enfin, je me l'explique comme ça, je sais pas du tout, Enfin, en tout cas, j'ai cette question aussi sur les coloris et les mouvements, alors que les personnes sont presque le contraire intérieurement de cette puissance comme ça. Je crois que tu as raison. Je crois que on a un intérieur frigorifié, figé, par incapacité de trouver des moyens en soi de pouvoir faire un mouvement à l'intérieur de soi. Donc, on met dehors, pour vivre, ou tout au moins pour survivre. Alors, les couleurs chez Niki, c'est tout à fait particulier à des couleurs enfantines très belles et multiples, qui sont le témoin de sa rage, de sa colère, de sa rage, de sa colère, mais aussi un mouvement un peu maniaque, c'est-à-dire d'excitation, d'excitation pour combattre la partie noire, c'est-à-dire la partie mélancolique, c'est-à-dire la partie qui la porterait à se supprimer, à se suicider. Et donc c'est un combat permanent qu'elle est dans son œuvre, mais aussi dans ses engagements, que ce soit le sida, que ce soit le racisme, que ce soit les enfants, et même dans les livres d'enfants. C'est-à-dire qu'elle n'en finit pas de construire, par exemple dans les livres d'enfants, un méchant, un monstre. Elle construit des monstres et qu'elle essaie de rendre gentils à la fin du livre d'enfants. C'est-à-dire qu'elle essaie de construire la monstruosité qu'elle a vécue à l'intérieur d'elle, mais qu'elle a pu déplacer, et ça c'est déjà une bonne chose, et d'en faire quelque chose qui, à la fin, devient bon. Et ça m'a beaucoup frappé dans tous ces bandes dessinées ou ces livres pour enfants, c'est ça, le méchant, qui devient le bon monstre. Et on sait que les monstres, c'est construit chez l'enfant à l'âge de la latence. C'est la première représentation, je dirais, où l'enfant va avoir peur, mais il va se faire peur, mais en même temps, il va dominer sa peur parce que c'est lui qui construit le monstre et qui le dessine.
Et donc, il y a cet univers d'enfants attardés, qui est constamment là. Alors, ce qu'elle dit, peut-être, avant de passer peut-être la parole à... Alors, dans son dernier livre qui s'appelle Trace, je ne peux pas échapper à mes émotions en faisant la fête, seulement en travaillant. Les robes dans mon placard montrent que j'aimerais, parfois, aller danser, rejoindre les autres. Va-t'en, illusion. L'art a été mon ami le plus proche. Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, la tête éclatée. Je crois que ça résume assez la situation dans laquelle elle a été toute sa vie. Ouais, Oui. Merci. Barbara avec son aigle noir. Oui. Voilà, la bête, le monstre, l'aigle noir, c'est ça, c'est la Barbara qui a écrit aussi la veste de son père. Et elle arrive trop tard. Eh oui. Ok. Bon, nous allons maintenant écouter un petit peu le texte lu par Maryse, mais juste avant, je voudrais ne pas oublier la question de Bernard Chapuis, hein, c'est ça, en disant le soin, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après, il y a quelque chose dans le soin qui n'est pas le soin. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que je travaille avec des équipes en soins palliatifs et ils font beaucoup d'autres choses que du soin, ou ils font du soin d'une manière qu'on peut vraiment pas appeler du soin. Et effectivement, ils ont peut-être pas envie de soin, les gens qui sont dans cette situation, les soignés là. Hein, il se passe autre chose avec le soin. Hein, je veux dire, ça ouvre des portes sur d'autres choses. Enfin, c'était la remarque. Je me permets de la relayer, mais bon, on verra plus tard. Il faut avoir une capacité en soi au soin. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, pour des raisons multiples, hein, l'accès aux soins, ça veut dire qu'on supporte qu'il y a quelque chose qui nous manque et on demande à l'autre. Et ça, c'est souvent difficile. Alors, pour introduire ce que va apporter Maryse, hein, je remercie Maryse. Je pense qu'il ne pouvait y avoir qu'une femme pour prendre les mots de Niki de Saint-Phal. C'est pour ça que j'ai demandé à Maryse, avec qui je suis ami, et vous resituez ce texte. Ce texte s'appelle Mon secret. Il a été publié en 1992, c'est-à-dire que Niki avait 62 ans. Son père était mort quand elle avait 37 ans, et en 1991, son mari Tingeli meurt. Et au moment de devenir arrière-grand-mère, elle écrit à sa fille une lettre. Cette lettre, elle va faire un passage à l'acte, elle va la publier. L'envoyer à sa fille, certes, mais la publier partout. Et cette lettre s'appelle, de 32 pages, écrite à la main, s'appelle Mon secret. C'est un témoignage plutôt qu'un récit secondarisé. Et ce texte est fondamental, comme on le verra tout à l'heure, parce que ça lui a permis d'accéder à autre chose. Décembre 92. Chère Laura, l'été des serpents. Chaque été, mes parents louaient une maison à la campagne, à quelques heures de New York City, dans la Nouvelle-Angleterre. Chaque fois, on changeait de région. Nous étions en 1942. Mes parents avaient loué une jolie maison en bois blanc avec beaucoup de terrain autour. L'herbe était haute. Ça sentait bon. Un calme épais et séduisant enveloppait ma promenade à travers les champs. J'aimais regarder le ciel et les nuages, surtout à l'heure du crépuscule. Un gros rocher gris qui me barrait la route était trop grand pour que je l'ignore. Entrelacés, au sommet, 2 serpents opulents et noirs, au venin mortel, bougeaient doucement. Je m'arrêtais terrorisée. Je n'osais plus bouger ni respirer. Fascinée, je voyais la mort pour la première fois de si près. Était-ce la mort ou la danse de la vie? J'ai dû rester là un long moment, devant les serpents, fascinée. J'étais devenue serpent. La semaine suivante, on coupa l'herbe et on mit du poison dans les champs qui entouraient la maison pour avoir raison des serpents.
M'avait-on exterminé avec les serpents? Ce même été, mon père, il avait 35 ans, glissa sa main dans ma culotte, comme ces hommes infâmes dans les cinémas qui guettent les petites filles. J'avais 11 ans et j'avais l'air d'en avoir 13. Un après-midi, mon père voulut chercher sa canne à pêche qui se trouvait dans une petite hutte de bois où l'on gardait les outils du jardin. Je l'accompagnai. Subitement, les mains de mon père commencèrent à explorer mon corps d'une manière tout à fait nouvelle pour moi. Honte, plaisir, angoisse et peur me serraient la poitrine. Il y eut plusieurs scènes de ce genre ce même été. Mon père avait sur moi le terrible pouvoir de l'adulte sur l'enfant. J'avais beau me débattre, il était plus fort que moi. Mon amour pour lui se tourna en mépris. Il avait brisé en moi la confiance en l'être humain. Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe envers et contre tout. Mon père m'aimait, mais ni cet amour, ni la religion archi-catholique de son enfance, ni la morale, ni ma mère, rien n'était assez fort pour l'empêcher de briser l'interdit. En avait-il marre d'être un citoyen respectable? Voulait-il passer du côté des assassins? Tous les hommes sont des violeurs. Regarde l'histoire des guerres. La récompense du soldat, c'est toujours le viol. Cela se passe ainsi depuis des temps immémoriaux. Pour la petite fille, le viol, c'est la mort. Il n'y a qu'une solution, la loi. La loi pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. À 11 ans, je me suis sentie expulsée de la société. Ce père tant aimé est devenu objet de haine. Le monde m'avait montré son hypocrisie. J'avais compris que tout ce qu'on m'enseignait était faux. Il fallait me reconstruire en dehors du contexte familial, au-delà de la société. L'été des serpents fut celui où mon père, ce banquier, cet aristocrate, avait mis son sexe dans ma bouche. En 1952, j'avais alors 22 ans. Je sortis d'une clinique psychiatrique de Nice après avoir subi 10 électrochocs et un traitement à l'insuline. Ce séjour me fut profitable. Je me mis à peindre avec acharnement et pris la décision d'abandonner la mise en scène et l'art dramatique que j'avais commencé à étudier pour me consacrer à la peinture. En quittant l'hôpital, je pus abandonner le petit arsenal que je portais toujours dans mon sac à main et qui me donnait l'impression d'être protégée. Il consistait en un revolver, 100 balles, de grands ciseaux, des couteaux de cuisine et quelques lames de rasoir. Quelques semaines après ma sortie de l'hôpital, mon père, papa, m'écrivit une lettre qui me parvint un vendredi après-midi. Et pendant 2 ans, à la même heure, chaque semaine, j'aurais une migraine qui durerait 24 heures et je resterais terrassée dans mon lit. Cette lettre était une confession. La nouvelle de mon internement avait bouleversé mon père. Il était assailli par le remords. Il voulait se faire pardonner. Tu te rappelles certainement que lorsque tu avais 11 ans, j'ai essayé de faire de toi ma maîtresse, écrivait-il. Je ne me souvenais de rien. L'oubli me protégeait d'une vérité insupportable. Je gardais seulement en moi des images précises de mon père séduisant à la maison les bonnes et les amies les plus jolies de ma mère. Je montrai la lettre de mon père au psychiatre qui me soignait. Il prit une allumette et la brûla. Il me dit
Votre père est fou. Rien ne s'est passé. Il invente. La chose est impossible. Un homme de son milieu et de son éducation religieuse ne fait pas cela. Freud aussi pensait que toutes ces femmes qui se plaignaient d'inceste étaient hystériques. Le docteur Cossa écrivit une lettre à mon père pour lui dire que s'il voulait que sa fille reste définitivement à l'asile, il n'avait qu'à continuer à écrire de pareilles lettres, qu'il ferait mieux de se faire soigner, car il était victime de dangereux fantasmes. Mon père mourut en 1967, terrassé à 60 ans par une crise cardiaque. La mort subite de mon père, sans que nous nous soyons réconciliés, fut pour moi un énorme choc. Je décidai de faire un film pour essayer de comprendre quelle avait été ma relation avec lui. Je commençai le film en 1972 avec l'aide du cinéaste Peter Whitehead. Je donnais libre cours à mes fantasmes et une colère folle ressort de ce film. À travers les images, je piétine mon père, je l'humilie de toutes mes forces et je le tue. À ma grande surprise, ce film, loin de m'apaiser, déclencha en moi une dépression nerveuse. Je n'avais pas eu le courage de faire ce film pendant que mon père vivait, et la violence de mes sentiments contre lui et les hommes m'avait moi-même accablé. Je me suis souvent demandé pourquoi, après le viol, je n'ai pas immédiatement prévenu ma mère. Il faut se souvenir de l'époque. J'avais été élevée dans la honte de mon corps et dans l'idée catholique du péché. Les sœurs irlandaises, au couvent, c'est l'école où elle allait, étaient obsédées par le sexe. Les enfants sont perméables. J'avais bu de ce lait empoisonné. À la maison, nous, les enfants, avions le droit d'être vus, mais jamais entendus. J'avais peur de parler, peur de dire ce que je ressentais, de montrer mes émotions. Je ne dis rien du viol à personne. Mon silence était une stratégie de survie. Ce même silence que je posais à ma mère lorsqu'au cours de véritables crises d'hystérie, elle me frappait le visage avec les poils de sa brosse à cheveux. Le silence me sauvait, mais en même temps, il était désastreux pour moi, car il m'isolait tragiquement du monde des adultes. Je me heurtais aussi au sentiment complexe d'amour-haine que je ressentais pour mon père. En le dénonçant, il cesserait de m'aimer. J'étais prise entre l'amour et la révolte. Je choisis d'obscurs moyens de me venger. À table, le soir, pendant le repas, je faisais nerveusement des grimaces et j'étais la proie de tics d'autant plus incontrôlables qu'ils exaspéraient mes parents. Un jour, je peignis en rouge brillant, les feuilles de vigne qui couvraient le sexe des statues grecques dans le hall de l'école. Ce fut là mon premier geste artistique. Je vais lire ce passage. L'école insista pour que l'on m'envoie chez un psychiatre. Mon père dut trembler ce jour-là, si je parlais. Il eut vite fait de convaincre ma mère de m'envoyer en pension dans une autre école. Tourmentée durant des années par ce viol, je consultais de nombreux psychiatres, des hommes, hélas. Ce qu'ils faisaient ressortir avant tout, à mon profond désarroi, c'était l'ambivalence de la petite fille qui aurait provoqué la situation. Les psychiatres, ainsi, puisqu'ils ne reconnaissaient pas le crime dont j'avais été victime, prenaient inconsciemment le parti de mon père. Selon eux, aucun homme ne pouvait être blâmé de ne pas avoir pu résister à la séduction perverse d'une petite fille. C'était à elle de ne pas provoquer son père. Celui-ci était victime d'un tragique moment de faiblesse.
C'est exactement comme si, examinant le comportement des racistes du Ku Klux Klan, on en déduisait que les Noirs avaient certainement exagéré pour mener les braves Blancs au racisme. Ce viol me rendit à jamais solidaire de tous ceux que la société et la loi excluent et écrasent. Puisque je n'étais pas encore parvenue à extérioriser ma rage, mon propre corps devient la cible de mon désir de vengeance. Solitude, on est très seul avec un secret pareil. Je pris l'habitude de survivre et d'assumer. Ce viol subi à 11 ans me condamna à un profond isolement durant de longues années. À qui aurais-je pu raconter? Cette solitude forcée créa en moi l'espace nécessaire pour écrire mes premiers poèmes et pour développer ma vie intérieure, ce qui, plus tard, ferait de moi une artiste. Je t'embrasse, chère Laura, avec beaucoup de tendresse et un regret de n'avoir pas pu te parler de tout ceci pendant que tu étais adolescente. Pourquoi c'est si difficile de parler? Je t'aime. Maman Niki. PS. La prison n'est pas une solution. PPS. Un jour, je ferai un livre pour apprendre aux enfants comment se protéger. Ça pose un certain nombre de questions. La question des maltraitances et la question de l'inceste, c'est-à-dire quand dénoncer, comment dénoncer. Et on voit combien c'est difficile et combien l'enfant est dans des situations paradoxales et où l'environnement lui renvoie des messages qui sont totalement paradoxaux. Donc, ça pose la question. Alors, pour Niki de Saint-Phal, 62 ans. Donc 50 ans de sa vie à vivre avec des choses qu'elle n'a pas pu élaborer, si ce n'est quand même de trouver des moyens dans son œuvre, mais aussi dans son film. Dans son film qui s'appelait Daddy, de 1972, ou qui a été éreinté par la critique. On l'a accusée de perverse, malsaine, etc. Elle n'a été soutenue que par son mari Tengueli et par Lacan. Et par Godard. Voilà. Dans la mesure où elle évoluait dans un milieu tout à fait particulier. Ce texte aussi, il faut le replacer dans son contexte, c'est-à-dire on est en 1992, mais c'est pas si vieux que ça. Et en même temps, est-ce que nous ne trouvons pas de temps en temps dans des situations qui ressemblent et qui ont cette profonde vérité que ce que nous livre Niki? Ce qui est sûr, c'est que ce texte, qui est elle avoue, et elle est mieux. Elle est mieux. Elle a passé donc, il y a une lettre que je n'ai pas retrouvée, où elle écrit à sa fille que ce témoignage lui a fait beaucoup de bien, parce que c'est un témoignage, c'est pas un récit. Parce qu'il me semble qu'actuellement, nous trouvons chez un certain nombre de personnes qui ont été des balafrés de la vie, des capacités au récit, c'est-à-dire à quelque chose de secondarisé, de faire quelque chose qui est déjà beau, qui est peut-être arrangé, qui est si vous voulez, qui devient une fiction. Tandis que elle, voilà. Voilà. Tandis que elle, c'est un document, un témoignage, c'est pas un récit. Elle n'était pas capable de faire un récit. Parce que faire un récit, c'est déjà être sorti quelque part de ce qu'on a vécu. Oui. Je conseille fortement, si vous n'avez pas lu, le livre de Neige Sino, parce que justement, voilà, c'est pas un témoignage, c'est un travail. C'est un travail où elle va, elle aussi, s'appuyer sur d'autres textes. Et elle révèle combien le dommage subi est irréparable et qu'on peut
continuer à vivre. Non, mais c'est juste une question. Ça joue. Enfin, je ne sais pas si tu en as une idée ou si vous en avez une idée tous les deux. Pour quelle part, dans le silence, il y a aussi la protection de la figure parentale? C'est-à-dire que elle dit dans son texte, elle dit j'ai méprisé mon père, mais en même temps, quand elle méprise son père, il y a un côté où elle va jusque là où elle peut aller. Elle va pas plus loin. Et d'une certaine manière, c'est aussi peut-être un espace intermédiaire entre le mépriser et ne pas le tuer complètement. Enfin, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que dans le silence dont vous parlez tous les deux, il y a quand même bien la survie du parent en tant que parent qui est nécessaire à l'enfant, qui est en jeu, quoi. J'en suis pas sûr, hein, je questionne. On est dans autre chose que l'amour et la haine qu'on a pour ses propres parents. Hein, on a tous traversé des moments de haine par rapport à ses parents et d'amour de ses parents. Là, le réel est là. Le réel des attouchements, hein, le réel est là. Et ce réel est inélaborable. Elle ne peut rien en faire. Elle ne peut rien en faire, si ce n'est que s'il dénonce son père, à ce moment-là, d'abord, elle ne sera pas crue, hein, parce que ça va très loin. D'ailleurs, elle le dit dans un autre texte. Elle dit mais est-ce que ce que j'ai vécu, c'est vrai? C'est-à-dire qu'il me semble que quand l'humain subit des dommages majeurs, il se pose la question de savoir si ça a existé, si c'est croyable, que c'est pas croyable, et que peut-être il ment, et que peut-être c'est pas ça du tout. Hein. Donc, les traumatismes majeurs entraînent le fait qu'on ne sait pas si c'est vrai. Et là, c'est vrai parce que c'est écrit noir sur blanc. Ça devient vrai pour elle, et ça a été reçu comme quelque chose de vrai. Hein. Et donc, à partir de là, on peut, quand ça devient vrai, on peut en faire quelque chose pour soi. Mais tant que on ne se pose la question de la véracité de ce qui nous est arrivé, on ne peut pas en faire quelque chose de vrai. Je vous conseille fortement d'aller voir un film qui vient de sortir qui s'appelle Accident. Accident, il s'agit de choses qui ont à voir. Hein, c'est-à-dire comment, dans des pays totalitaires, comment on peut oublier, parce qu'elle dit « j'ai oublié ». En fait, elle a dénié. Ça n'a pas existé, ce n'était pas un oubli. Un oubli, ça arrive à tout le monde. Hein, et puis quand on se souvient, on n'est pas affolé. Hein, bon, j'ai oublié. Hein, tandis que là, non, c'est dénié. Hein. Et à la fin du film Accident, on voit très bien, après des tas de péripéties, de choses extrêmement difficiles, combien le héros, finalement, va mieux, mais il entend toujours derrière lui une jambe qui traîne, ce qu'il a connu quand il était dans les cachots. C'est-à-dire que le traumatisme est là toujours. Alors, comme disait Maryse, quand on peut en faire un récit et faire une fiction, d'accord, mais pour cela, il faut d'abord qu'on soit sûr que ce qui nous est arrivé est vrai. Et ça, c'est extrêmement difficile. Oui, j'ai juste une question, au-delà de la grande émotion que j'ai ressentie à la lecture, faite par Maryse. Moi, j'ai une question, ça concerne la réaction du psychiatre, c'est-à-dire que déjà, comment elle a pu lui confier cette lettre? Donc ça, c'est une question que j'ai par rapport à Niki. Mais aussi, est-ce que vous pourriez replacer dans l'histoire de la psychiatrie? Puisque là, on est dans les années, j'imagine, 50 à peu près, puisque c'est au moment où elle était suivie, ou peut-être 60, j'en sais rien. Comment un professionnel a pu réagir comme ça, à ce moment-là, en fait? C'est vraiment une question de curiosité presque. Pardon. On n'en est pas moins hommes et femmes que professionnels. Je crois que les professionnels risquent d'être pris comme les gendarmes ou comme les familles dans est-ce que c'est possible, dans le pas croyable, si vous voulez. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que c'est tellement fort ce que nous a lu Maryse. C'est tellement fort qu'il arrive un moment où c'est tellement insupportable
que la façon de s'en sortir, de dire c'est pas vrai. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver à des équipes de gendarmerie, ça peut arriver à des psychiatres, ça peut arriver à des familles, ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. C'est-à-dire c'est la profondeur de quelque chose qui dépasse l'entendable, qui est l'inénarrable, l'incroyable. Alors le problème n'est pas de poser un jugement de valeur sur ces personnes, mais surtout de voir que l'être humain peut être extrêmement sidéré de façon majeure. Et par rapport à la culpabilité, je crois que quand on est une petite fille et qu'on aime son père, il arrive ça, eh bien, on aime quand même son père. Et comment faire avec ce paradoxe d'aimer? C'est un véritable paradoxe, si vous voulez. Donc c'est inélaborable, ça. Donc il faut trouver des moyens à côté pour pouvoir sortir de cette situation. En plus, pour Niki, c'était la double peine. Hein, parce que vous avez vu la maman. La maman de Niki a été placée, dès son arrivée au monde, elle a été placée. Contrairement à ses frères et sœurs. Elle a évolué de pension en pension, avec une mère très mondaine, très frivole, qui, quand la mère a découvert ce qu'avait subi sa fille, elle lui a dit « Ah, mais tu sais, je savais tout. Je savais tout. Mais si ça avait été mon père, moi, je serais parti. Hein. » C'est-à-dire, ça montre bien les défauts d'attachement, si vous voulez, primaire, etc. Qui fait que la situation paradoxale dans laquelle se trouvent ces populations de femmes et d'hommes qui subissent ce genre de trauma, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup au début sur la question de la tendresse, c'est-à-dire de la question de pouvoir, comment on peut écouter de telles histoires, et comment on peut être attentif et soi-même être dans une capacité d'écoute. Et c'est pas parce qu'elle n'a jamais été malade. C'est pas un problème de maladie, Niki de Saint-Phal. C'est un problème de quelqu'un qui a traversé des choses atroces. Voilà, point final. Oui, simplement, je voulais savoir quelle était la culpabilité qu'il pouvait y avoir chez l'enfant. Culpabilité de... vous savez, on est tous coupables. Hein. La culpabilité, c'est quelque chose qui nous habite et qui est aussi civilisateur, parce que la culpabilité nous permet pas de ne pas nous entretuer. Hein. Donc, la culpabilité, je dirais, c'est quelque chose qui est un moteur. Il y a une culpabilité normale, je dirais. Hein. Et la culpabilité, c'est-à-dire qu'elle s'est posée de problème d'avoir pris du plaisir dans l'attouchement de son père. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion, si vous voulez, majeure entre le plaisir que peut apporter un papa à sa petite fille et le fait que le papa est dans d'autres dispositions et lui inflige autre chose, hein, qui n'est pas un échange affectueux, qui fait que là aussi c'est quelque chose d'inélaborable. Hein. Le plaisir qu'elle a pu trouver de proximité avec son père, mais en même temps, elle n'était pas préparée psychiquement à accueillir cette chose-là qui lui est arrivée. Donc une partie d'elle a éprouvé du plaisir, mais du plaisir d'une petite fille par rapport à un papa. Et pas du tout un plaisir sexuel, parce que le problème de l'inceste n'est pas un problème de sexualité. C'est un problème de toute puissance. C'est un problème, elle le dit bien d'ailleurs, c'est un meurtre de l'âme. Meurtre de l'âme, c'est-à-dire c'est une soumission totale et une désubjectivation. Hein. Sous couvert de sexuel, ça n'a rien de sexuel. Hein, c'est une violence, une prise de possession de l'autre, hein, qui est désubjectivante et qui empêche après de grandir. Je voudrais repartir de la remarque que vous avez faite par rapport à la figure parentale. Et c'est le parental qui me paraît effectivement extrêmement important à travailler ou à interroger. D'abord parce que, est-ce que ce terme ne renvoie pas de façon assez complexe, d'une part à la question du conjugal, c'est-à-dire que la figure parentale n'est pas unique.
la figure parentale repose sur une tiercéité de l'homme et de la femme, ou du masculin et du féminin, qui est la question du conjugal, qui pose d'ailleurs la question de la conjugalité que Niki a vécue avec Tinguely ou avec les autres hommes une fois qu'elle est devenue une femme. Mais l'autre référence au terme de parental, qui alors pour moi en tant que clinicien est important, puisque j'ai eu la chance de travailler avec un médecin qui a été pour moi extrêmement important, je nomme Jean Turnin, qui a été le fondateur de la guidance infantile. Le parental est donc en lien aussi, de façon verticale, avec la question de l'infantile. Alors vous avez eu la gentillesse de reprendre effectivement la question du soin que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la question d'un bébé. Parce que la question de l'effet soignant d'un bébé vis-à-vis de l'adulte, c'est que le bébé incarne l'infantile et pose la question de savoir si l'infantile peut soigner le parental. Alors, j'ai en tête un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est un petit livre de Wajdi Mouawad, qui s'appelle « Un obus dans le cœur ». Et dans ce petit livre où il met en scène Wahab, de 19 ans, il rencontre lors de sa fugue un grand-père qui lui livre comme message « Il n'y a qu'une peur d'enfant pour soigner une peur d'enfant ». Est-ce que dans nos soins, nous pensons peut-être trop souvent qu'il faut du parental pour soigner l'infantile, alors qu'il faut de l'infantile pour soigner l'infantile? On répond pas, on reprend ça un peu plus tard, hein, parce que c'est important aussi. Voilà, et puis il faut qu'il y ait de l'oxygène et de la respiration pour que ça puisse circuler. Ce que tu dis, ça me fait associer sur le problème de la maturité des individus. Je pense actuellement beaucoup, il y a des familles monoparentales, beaucoup de familles monoparentales avec des pères qui n'ont pas été suffisamment parentalisés, qui n'ont pas été suffisamment paternalisés, et qui fait que ces pères, on les voit dans les consultations, sont assez démunis par rapport à un enfant qui vit à demeure chez sa mère et que le père voit de temps à autre, et où il peut y avoir des confusions comme ça, hein, des confusions d'amour, si vous voulez, hein, ça a été travaillé beaucoup par Sandor Ferenczi, des confusions d'amour entre les adultes et les enfants. L'enfant attend quelque chose et l'adulte lui apporte autre chose qui n'est pas forcément ce que l'enfant attend. Mais il peut y avoir un malentendu entre l'enfant et l'adulte à ce sujet. Et je pense que les familles monoparentales sont très en difficulté par rapport à ce genre de choses, par rapport à les maturités maternelles, je dirais, sont quand même de part le plus souvent le fait d'avoir une grossesse de 8 mois, on est dans une attente, dans une capacité maturante, même si elle n'est pas suffisante, mais n'empêche qu'elle y est, alors que la maturité paternelle est d'ordre différent. Elle se construit. La mère part sur un acquis, tandis que chez le père, ça se construit. Et donc ces questions-là sont... Et on le voit très bien dans le travail, ce que on appelle non pas l'inceste, mais l'incestuel. L'incestuel, c'est pas du tout avoir dans la tête des fantasmes incestueux. C'est simplement ne pas... je vous donne un exemple, par exemple. Un papa vient me voir avec une petite fille de 8 ans. Le papa est de très bonne qualité et la petite fille de 8 ans se met entre les jambes de son père et commence à lui tripoter la braguette. Le père ne dit rien, parce qu'il est occupé à me parler. Hein, donc, on ne peut pas... Si je lui dis, monsieur, hein, il me dit, mais vous me dites des cochonneries, vous avez des pensées que je n'ai pas. Vous voyez, l'incestuel, c'est ça. C'est-à-dire, le manque, il arrive toujours dans la vie d'un enfant, vers l'âge de 6-7 ans, où le père dit à la petite fille, ou la mère dit, bon, maintenant ça suffit, hein, les genoux, on passe à autre chose. Hein. Donc, le problème de la retenue, le problème de l'attente, donc, est quelque chose d'important. Or, on a des populations actuellement qui sont incestuelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser d'inceste, mais qui sont donc dans un défaut de mise à distance. Hein, parce que pour grandir, il faut quand même, à un certain âge, une mise à distance un peu. Ben puisqu'on parle de l'enfance,
et que je suis là pour lire, je vais... mais j'aime bien être à cette place-là. Je vais lire le début du livre de Caroline Daines, Trincadis. Ça se passe dans une classe maternelle. Et ça a à voir avec la violence faite aux enfants. Pourquoi coloris-tu tout en noir? Rappelle-toi, on a expliqué la consigne, là-bas sur les bancs, tous ensemble, en regardant les images. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Il faut mettre des couleurs, plein de couleurs. Il n'a pas écouté. Il faut faire des graphismes sur le maillot de bain de la madame, en utilisant tous les feutres posés sur la table. C'est ça la consigne, moi je sais. Les grosses dames, elles s'appellent les meufs. Lui, il a tout peinturluré en noir. Fallait pas. Tu vas lui mettre le bonhomme grimace, maîtresse, parce qu'il a fait ça? Non, c'est pas les meufs qu'elles s'appellent, c'est un autre mot qui veut dire pareil, mais je me rappelle plus. Les nanas, elles s'appellent les nanas, les filles, moi je sais. Les grosses dames que tu as montrées, maîtresse, elles font pas peur. Elles sont contentes, elles dansent, elles font les faux folles, comme nous, à la récré. On dirait qu'elles ont mangé un arc-en-ciel, et c'est peut-être pour ça qu'elles ont un très gros ventre, tout plein de couleurs. Tellement qu'elles avaient faim, elles avaient mangé le ciel, le soleil, les nuages, et l'arc-en-ciel, et tout. Mais c'est pas grave, hein, maîtresse, s'il s'est trompé. Tu vas pas le gronder. Les doigts crispés sur le feutre, l'enfant se recroqueville face aux autres. Les copains, les copines, maintenant penchés sur lui comme des arbres avec leurs yeux tout ronds, leurs bouches pareilles, à guetter une réponse qui n'arrive pas. Il fronce les sourcils, baisse la tête. Sur la table, les feutres en vrac, les capuchons prêts à rouler par terre. Un beau bazar, devrait s'exclamer trop fort la maîtresse. Mais aujourd'hui, la maîtresse ne dit rien, elle se tait, elle ne parle qu'avec ses yeux. Des yeux doux comme un ventre de chat. Elle a cessé de poser des questions, mais l'enfant voit bien qu'elle espère des explications, qu'elle aimerait bien comprendre. Son travail raturé de noir, les traits rageurs, la pointe du feutre à moitié enfoncée parce qu'il a agrippé comme il ne fallait pas, étranglé dans son poing serré, acharné, comme si c'était un couteau qu'il aurait voulu enfoncer très profond. Pourtant, il aimerait bien faire plaisir à la maîtresse. Lui raconter sa maman très grosse mais si petite quand elle pleure roulée en boule par terre sur le carrelage, son papa hurlant debout immense à côté, son pied levé, son ombre d'ogre longue à éteindre toutes les lumières. Alors, pas le choix, le gribouillage, noir, noir, noir. Même quand la maîtresse demande de dessiner un bonhomme ou un dragon, des arbres ou des cœurs, sur la feuille blanche, parce que c'est le seul truc qui passe du dedans au dehors. Un peu comme si un fusil lui avait foré un petit trou de réservoir quelque part dans son corps d'enfant, une autre petite bouche à la place de l'autre, celle qui refuse de fonctionner comme il faut. L'enfant jette un coup d'œil sur les images aimantées au tableau, celles que la maîtresse veut qu'on imite. Grosse fille légère qui danse, sautille, tournicote, toute saoule de couleurs. Tant de couleurs d'un coup que l'enfant se demande si la femme qui a fait ça, comme lui, a une seconde bouche perforée pour remplacer l'autre, celle aux lèvres zippées, bouchées. Un coup de fusil, pan! Et le robinet bleu, rouge, vert, jaune qui s'ouvre à fond. L'artiste, elle s'appelle Nikki, il a retenu son nom. Elle est jolie aussi sur la photo accrochée au tableau avec son chapeau à plumes et sa tasse de thé qui fait penser à Alice quand elle doit goûter avec le chapelier fou. Jolie comme la maîtresse tous les jours de la semaine où on a école. Jolie comme maman les fois où elle ne se maquille pas. De l'orange sur la peau, du bleu aux paupières, du rose à travers des joues, du rouge plein la bouche, du maquillage par-dessus les boursouflures violacées, du maquillage comme quand c'est carnaval. Peut-être que les couleurs de Nikki, c'est du carnaval aussi. Un costume qu'elle enfilerait, follement gai,
terriblement menteur pour prétendre qu'elle a envie de faire la fête, chanter, rigoler, très fort, même si en vrai, et pareil que maman, elle préférerait aller se fourrer au fond du lit en croquant des médicaments pour dormir, aussi profond qu'une morte. Il secoue la tête. La maîtresse et les autres ne savent pas, ne peuvent pas savoir que les couleurs, en réalité, sont des tristesses noires qui griment un arlequin pour s'assurer qu'on ne les reconnaisse pas, un désespoir qui voudrait passer incognito. Ça complète bien tout ce qu'on vient de dire. Hein. Tout ce qu'on vient de dire. Et je pensais à ta position de lectrice. Là. Hein. Tu as lu, et l'importance de l'écriture. L'écriture me paraît une médiation exceptionnelle quand on est soumis à des traumatismes majeurs. L'écriture, c'est une façon d'être seul, mais mais en même temps d'être actif. Hein, d'être actif. Et donc, l'écriture est à proposer à ces populations qui sont en difficulté pour s'adresser directement à vous. Mais j'ai le souvenir d'une dame comme ça, que j'ai vue 2 fois, et depuis, nous conversons ensemble. Alors, au début, ça a été par des lettres qu'elle m'envoyait, auxquelles je répondais, et maintenant, on utilise le mail. Hein. Elle continue, elle n'a pas eu besoin forcément de venir me voir ou d'aller voir un thérapeute, parce qu'elle a trouvé simplement une ouverture, une capacité d'écoute qui lui a permis de se débrouiller par elle-même. Parce que bien souvent, ces gens qui ont souffert de façon majeure, ils sont très méfiants. On les a tellement déçus. Donc, ils se démerdent tout seuls, hein, de façon toute puissante, tant bien que mal. Et je crois ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter et attendre beaucoup de temps pour qu'ils puissent s'ouvrir à l'autre, parce que l'autre les a tellement déçus. C'est juste pour faire un écho à ce que tu dis, Rémi, sur l'écriture. J'ai l'impression que dans l'écriture, il y a aussi le oui et le non. Et qu'on est, d'une certaine manière, ça ouvre un espace où on peut, le mot est pas beau, mais maîtriser, ce qu'on a vécu dans le oui et dans le non. Et j'ai été très très contente que tu parles de l'amour, que malgré ce qui s'est passé, elle continue à aimer son père. C'est ça la question. Enfin, le oui et le non, c'est aussi ça, quoi. On va dire ce qu'elle dit. J'ai voulu y croire. J'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge. Mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvée, je ne me suis pas sauvée. Oui. Peut-être dire qu'il y a 2 temporalités. Il y a celle qu'on a beaucoup explorée qui est le récit après coup et tout le temps qu'il faut pour pouvoir en reparler. Après, il y a une autre temporalité, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. Quand un enfant vient vers nous et qu'il parle, et le plus terrible qui peut se passer, pour avoir eu moi des récits de jeunes à qui c'était arrivé, c'est de dire, mais moi j'en ai parlé, il ne s'est rien passé. Et je pense qu'on a une responsabilité, quand on nous en parle plus proche des faits, d'être vigilant à pas simplement faire le signalement ou l'information préoccupante, mais à se préoccuper qu'il se passera quelque chose après cette parole. Sinon, on le retrouvera dans 40 ans, et encore, espérons-le. C'est très important, Guy, ce que tu poses, c'est la question d'écoute. Écouter, ça pose des questions fondamentales. C'est écouter quelqu'un. Qui on écoute? Dans une journée, avons-nous écouté quelqu'un? Et quelqu'un nous a-t-il écouté? Je pense que l'écoute, c'est
quelque chose à la fois de passif, mais aussi d'extrêmement actif. Et donc l'écoute, c'est-à-dire trouver un partenaire, trouver un autre qui peut entendre. Et ça, c'est, dans le monde que nous vivons, quelque chose qui est difficile à trouver. Et je pense que tu as raison de dire que parler pour parler, ça ne sert à rien. Et donc le problème, c'est que simplement, je tiens à dire que c'est fondamental qu'il puisse y avoir témoignage. Quand il y a attouchement, quand il y a inceste, le témoignage me semble tout à fait fondamental. Dans les temps qui sont les nôtres, je pense qu'il faut témoigner, aider les gens à témoigner. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts et que des fois, ça demande très longtemps. Mais le témoignage, me semble-t-il, ne résout rien, mais permet d'ouvrir certains moments psychiques, d'ouverture psychique, dans lesquels on va pouvoir s'engouffrer et dans lesquels on va pouvoir grandir quand même et malgré tout. Je ne connais pas le livre de Niki de Saint-Phal qu'elle a adressé aux enfants, mais il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps de Marie de Montsabert qui s'appelle Thalie et le monstre d'Odin et qui traite de l'inceste dans les fratries et qui est fait de façon très délicate mais très précise aussi. Il n'y a rien à conclure. Je vais vous dire les dates du calendrier. Par rapport à ce que disait Guy, moi j'ai tenu un tout petit peu d'introduire mon propos sur la question de l'émotion et de la tendresse pour vous mettre en condition d'écouter le texte et pas uniquement de le prendre sur un plan intellectuel à distance. Vous avez été présent. Moi, je vous ai senti très présent et je vous en remercie. C'était un tout petit peu l'objet, un tout petit peu de notre rencontre. Vous sentir présent quand Maryse a parlé de Niki. Et je vous en remercie. Vous venez donc d'écouter un café psy qui s'est organisé autour de l'ouvrage Mon secret de Niki de Saint-Phal. Le café psy, c'est le premier samedi de chaque mois à 11h à la librairie Ombre Blanche. Celui-ci a été enregistré, monté et mis en onde par Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.